Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Olivier Falorni, député de la première circonscription de Charente-Maritime, à savoir le secteur de La Rochelle et de l'Île de Ré. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour. Nous allons parler de votre activité de parlementaire, bien sûr de député, et votre appartenance à un nouveau groupe parlementaire, mais aussi de votre avenir politique à La Rochelle et de votre aspiration, semble-t-il, à devenir le prochain maire. Nous verrons cela en fin d'émission. On commence avec une question que je pourrais finalement poser à beaucoup des invités de cette émission, tant le spectre politique semble avoir été large pour choisir les membres du nouveau gouvernement Philippe. Est-ce que vous avez été approché pour en faire partie? Non, pas du tout. Est-ce que vous auriez accepté? Non plus. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, je regarde l'action d'Emmanuel Macron et de son gouvernement depuis maintenant 1 an et demi avec un regard, j'allais dire, le plus constructif possible. Et je dirais qu'il n'est ni blanc ni noir, je dirais qu'il est plutôt gris. De plus en plus gris obscur. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, et je pense notamment à ce qui a été mené par Jean-Michel Blanquer dans le domaine de l'éducation. La réforme du baccalauréat, le dédoublement des classes en zone prioritaire, l'interdiction des portables dans les collèges. Tout cela va dans le bon sens. Et puis, il y a un choix politique de réformer qui a été lancé. C'était conforme au programme d'Emmanuel Macron. Et pendant 1 an, j'ai eu le sentiment, d'ailleurs pas démenti par la majorité, qu'on avait mis la priorité sur l'efficacité économique au détriment de la justice sociale. C'était un choix. Sauf qu'à un moment, quand les résultats économiques ne sont pas là et que la justice sociale est absente, eh bien là, on se retrouve dans une situation telle que celle que nous vivons aujourd'hui, où il y a voilà, un état de disgrâce. Et de votre critique vis-à-vis de la politique gouvernementale. Vous faisiez partie, il y a encore quelques jours, des députés non inscrits. Vous êtes désormais député du groupe Libertés et Territoires, groupe parlementaire dans lequel on trouve par exemple l'ancien député socialiste de la Vienne et ancien marcheur Jean-Michel Clément, mais aussi l'UDI Philippe Vigier, le radical Bertrand Plancher, 3 élus nationalistes corses. En tout, 16 députés venus, on le voit bien, d'horizons assez différents. Un attelage grossier, selon les mots d'Aurore Berger, porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée. Qu'en pensez-vous? C'est assez grossier comme attaque. Vous savez, quitte à vous surprendre, je pense que ce groupe petit est beaucoup plus cohérent, par exemple, que le groupe En Marche. Parce que dans le groupe En Marche, figurez-vous que vous aviez, et vous avez des députés qui ont soutenu en 2012 François Hollande et d'autres qui ont soutenu Nicolas Sarkozy. Alors, quel est le plus petit commun dénominateur des députés du groupe Libertés et Territoires? Alors, nous avons signé, j'allais dire, un pacte humaniste et girondin. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes inscrits dans ce groupe, nous avons déclaré une profession de foi, une charte commune qui tourne autour de quelques principes fondamentaux. D'abord, la défense des libertés. Et je pense qu'on reviendra peut-être sur cette question parce qu'aujourd'hui, la première des libertés, c'est-à-dire la sûreté, est mise en cause. Et puis, la défense des territoires. Aujourd'hui, et on a vu que le remaniement tentait de répondre en partie à ce problème, il y a j'allais dire, un fossé qui s'est creusé entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. C'est très contradictoire finalement, parce que la première des libertés, c'est la sûreté. Ça, c'est très jacobin comme façon de penser. Et d'un autre côté, il y a le côté après girondin au niveau des territoires. Non, pas du tout. C'est dû en même temps aussi, façon Falorni. Les Girondins, vous savez, ils considèrent que le pouvoir régalien, il appartient à l'État, et uniquement à l'État, et qu'il doit se saisir de ses prérogatives. Et la stratégie qui a été celle des pouvoirs successifs depuis 1981, qui est celui d'une décentralisation, de plus d'autonomie aux collectivités locales, elle est d'essence girondine, mais elle n'a pas vocation à se substituer à l'État. Être girondin, ça n'est pas être pour un État fédéral. D'ailleurs, même les États fédéraux, d'ailleurs, donnent un certain nombre de prérogatives à l'État central. C'est simplement de considérer qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont confrontées à une perte d'autonomie à travers notamment les ressources fiscales qu'elles perdent
Et puis aussi, il y a une forme de recentralisation de l'État que l'on voit bien, et je le mesure bien, à l'Assemblée nationale, où il y a une haute fonction publique qui a repris le pouvoir. Pourquoi intégrer ce groupe finalement? C'est pour avoir plus de pouvoir à l'Assemblée? De peser davantage, j'imagine? Oui, oui, oui. Vous savez, un groupe parlementaire, c'est important à l'Assemblée nationale parce que c'est plus de moyens aux collaborateurs, c'est plus de temps de parole. Et d'ailleurs, mes collègues m'ont fait le plaisir et l'honneur de me proposer de poser la première question au gouvernement au nom de ce groupe. Et on va en parler tout à l'heure. Et puis, c'est surtout de pouvoir siéger dans des missions d'information, dans des commissions d'enquête. Ça vous manquait? Vous étiez en manque de justement de pouvoir, entre guillemets, en tout cas de pouvoir. Vous savez, faire quelque chose je l'ai toujours dit, j'ai fait le choix de l'indépendance depuis d'ailleurs 2012. Et je l'ai, j'allais dire, j'ai récidivé en 2017. Le prix était trop cher à payer pour vous? J'assumais mon statut de non-inscrit et je veux vous dire, quitte à anticiper des questions qui vont sûrement venir après, je suis heureux dans mon mandat de député. Je l'étais en tant que non-inscrit, même si j'étais parfois frustré, et je l'ai dit. Je suis heureux de pouvoir appartenir à un groupe parlementaire. Je pourrais effectivement intervenir plus souvent, sans doute faire plus de choses, mais cette indépendance, elle n'est remise en cause par rien, et non pas par mon intégration dans un groupe parlementaire, puisque j'ai obtenu, comme tous mes collègues, et le droit de parole, et la liberté de parole, et le droit de vote, et la liberté de vote. Intervenir pour dire quoi? Ce groupe ne sera ni une béquille du gouvernement, ni un groupe d'opposition, selon Jean-Michel Clément. C'est un nini qui ressemble furieusement à du en même temps macroniste, non? C'est ce qui s'appelle l'indépendance. Ou le non-choix? Non, l'indépendance. C'est-à-dire, le non-choix, ça veut dire de ne se prononcer sur rien. Se prononcer sur rien vis-à-vis des grands sujets que nous sommes amenés à traiter. Je serai amené à me prononcer, par exemple, dans quelques jours, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et là, pour le coup, je serai contre, parce que aujourd'hui, ce gouvernement tape trop, beaucoup trop, sur les retraités. Mais sur d'autres sujets, j'évoque notamment les questions éducatives, je vote et je voterai pour quand cela me semblera opportun et juste. Pour terminer avec ce groupe Libertés et Territoires, vous avez demandé que les 3 élus corses ne parlent plus de prisonniers politiques. C'était une condition préalable à votre entrée dans le groupe? Oui, absolument. Vous savez, dans cette charte que j'évoquais, la question s'est posée vis-à-vis des 3 collègues corses. Ils s'affirment autonomistes, je précise bien autonomistes et non pas indépendantistes. La charte précise bien que leur souhait, c'est plus d'autonomie dans la République. Et un terme que je refuse d'entendre, c'est celui de prisonnier politique. Et donc, il y a effectivement des prisonniers de droit commun corse qui sont aujourd'hui en métropole et qui demandent leur rapprochement comme tout détenu de droit commun, c'est leur liberté. Mais dans une démocratie, il n'y a pas de prisonniers politiques. Les choses ont été clarifiées, actées entre nous. Allez, puisqu'on parle de prisonniers, vous avez fait ces derniers jours une visite au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, une prison qui n'échappe pas à cette montée des violences en milieu carcéral. On en parle juste après ce reportage diffusé il y a tout juste 3 semaines. C'est le même constat dans toutes les prisons de France. Pas assez d'effectifs, pas assez de moyens et des détenus de plus en plus incontrôlables. Mercredi 26 septembre, ce gardien est victime d'une violente agression lors de son service. Il a frôlé la mort. Il a saisi 2 fourchettes et il a tenté de me planter avec une grande détermination au niveau de la gorge et du visage. Et si le collègue n'est pas là pour m'extraire de la cellule et pour me protéger, entre guillemets, et ben, grosso modo, détenu, il m'aurait planté au niveau de la gorge, quoi. En tout, 4 agressions depuis la fin du mois d'août à la prison de Saint-Martin. Face à cette escalade de violence et à ces conditions de travail qui se dégradent, le député Olivier Falorni a tenu à aller à la rencontre du personnel pénitentiaire. Les surveillants pénitentiaires doivent avoir le pouvoir de pouvoir travailler en sécurité dans ces établissements et de permettre une réinsertion efficace. Mais il ne peut pas y avoir de réinsertion efficace si les agents pénitentiaires sont en permanence agressés, violentés. Lors de sa visite, le député a promis d'interpeller la ministre de la Justice et de faire entendre les revendications des surveillants de prison. Il va notamment proposer que ceux-ci puissent être munis de tasers.
Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on recouvre de l'autorité, qu'on nous donne les moyens de faire face à cette population qui est de plus en plus difficile et qui prend de plus en plus le dessus sur les surveillants pénitentiaires. Selon une étude de l'Institut de veille sanitaire publiée en 2015, cette dégradation ininterrompue au sein des prisons a une conséquence. La profession de surveillant pénitentiaire est la plus touchée par le suicide en France. Olivier Falorni, visiter les gardiens de prison, c'est bien. Leur apporter des réponses concrètes, c'est mieux. Est-ce que 3 semaines après, il y a du nouveau sur ce dossier ? Je crois qu'il y a une prise de conscience de la part du ministère de la Justice que ça n'est plus tenable comme cela. C'est-à-dire que l'État a pour mission de protéger les Français, mais il sera difficile de faire croire aux Français qu'ils sont protégés par l'État s'il n'est pas capable, cet État, de protéger ses propres serviteurs. Je pense évidemment aux agents pénitentiaires, mais je pense aussi aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, hélas, aux enseignants, on en parlera peut-être. Oui. Mais les agents pénitentiaires aujourd'hui sont confrontés à une violence de plus en plus forte. Alors, est-ce que les armées de taser, c'est la bonne solution ou c'est le feu vert pour l'escalade des violences finalement ? Écoutez, vous avez aujourd'hui des agents pénitentiaires qui se retrouvent mains nues face à des détenus de plus en plus violents. Alors, il ne s'agit pas évidemment de les équiper d'armes létales, il s'agit simplement de leur permettre de se défendre. Alors, il peut y avoir débat, et je sais que les agents pénitentiaires eux-mêmes ont ce débat. Mais je crois qu'il peut y avoir abus, on est d'accord. Il peut y avoir abus, absolument, mais je crois qu'on a un devoir aujourd'hui d'écouter le mal-être de ces agents pénitentiaires. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait des postes supplémentaires dans les prisons. Des postes sont créés et ils ne sont pas pourvus. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas envie d'aller dans les prisons, se faire taper dessus par des détenus. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner les moyens aux agents déjà de se défendre. La question de la violence à l'école est aussi une de vos préoccupations. Lors d'une question orale à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit ce mardi, vous avez dénoncé des décennies de déni, je vous cite. Alors sur ce cas précis, est-ce que tous les gouvernements n'ont pas été coupables ? Si. Et vous savez, moi j'ai été enseignant avant d'être député. Et il y a un hashtag qui a été créé, qui correspond parfaitement à ce que j'ai moi-même vécu. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il y avait un incident, dès qu'il y avait des menaces qui étaient proférées contre un professeur, des insultes, parfois même des coups, c'était pas de vague. On ne veut pas, comment dirais-je, affecter la réputation d'un établissement. Et là, Jean-Michel Blanquer vous a donné des assurances pour l'avenir ? Il fait partie de ce système. Il a connu le pas de vague. Il a fait aussi le pas de vague. Il l'a en tout cas affirmé dans la réponse qu'il m'a faite à l'Assemblée nationale mardi. Je lui fais confiance. Je pense qu'il faut arrêter, effectivement, avec ces décennies de déni, parce que là, les lignes rouges ont été franchies. Vous savez, en tant que Rochelet, je sais, je l'ai dit, que face à la vague, il y a 2 solutions. La fuite ou la digue. Eh bien, je considère qu'aujourd'hui, il faut qu'on restaure les digues, et les digues, elles ont 2 noms, autorité et respect. Un peu partout en France ont lieu ces derniers jours des manifestations, des retraités qui craignent de voir leur pouvoir d'achat s'effondrer, comme sur ces images tournées à La Rochelle le 18 octobre dernier. Des retraités qui vont subir, on le sait, une double peine, la sous-indexation des pensions et la hausse de la CSG, surtout les retraités, les mieux lotis, on va dire. Qu'est-ce que vous leur dites à ces retraités ? Non, moi je ne dis pas les mieux lotis, parce que justement, les seuils sont trop bas pour que l'on puisse parler des mieux lotis. Et d'ailleurs, c'était une des raisons, l'augmentation de la CSG de 1,7, une des raisons pour laquelle je n'avais pas accepté l'investiture d'En Marche, parce que je ne voulais pas et je n'ai pas voté cette augmentation trop importante de la CSG sur les retraités avec des seuils trop bas. Et alors maintenant, j'allais dire double peine, la non-indexation, plus 0,3, alors qu'on sait que l'inflation, elle va être entre... Supérieur à 1%. Largement. Je pense qu'on sera effectivement autour de 1,6, 1,7. Donc vous voyez bien l'écart qui se crée petit à petit, et je trouve qu'on fait porter aux retraités vraiment la charge de décision qui aurait pu être, j'allais dire, menée de façon plus juste, et c'est ce que je reproche à ce gouvernement. C'est non pas de réformer, non pas de libérer l'économie, ça c'est très bien,
Mais vous savez, la question, elle est centrale. C'est-à-dire, la réforme doit-elle être, pour être efficace, juste ou injuste? Et je considère qu'il n'y a pas de réforme efficace si elle n'est pas considérée comme juste par les citoyens. Injustice toujours par rapport au pouvoir d'achat, avec avec la hausse des prix des carburants. En un an, le diesel a grimpé de 23% et l'essence de 14%. Volonté politique écologiste assumée du côté du gouvernement. Désastre économique pour les plus démunis et pour les classes moyennes d'un autre côté. Quel est votre point de vue sur ce sujet éminemment politique? Oui, éminemment politique. Écoutez, il y a deux choses. D'abord, effectivement, là aussi, ça touche les plus défavorisés. Ceux qui ont besoin de se déplacer aussi et qui habitent notamment en zone rurale. Et qui aimeraient bien pouvoir prendre une voiture électrique, mais ça coûte trop cher. Absolument. Et en plus, on nous dit aujourd'hui qu'elles ne sont pas si écologiques que ça. On peut se poser la question. Effectivement, la question du lithium, notamment, se pose. Le gouvernement dit on assume parce que ce sont des mesures en faveur de la transition environnementale. J'ai envie de dire chiche. Mais dans ce cas-là, l'augmentation massive des taxes sur le diesel, et sur l'essence d'ailleurs, devrait aller automatiquement sur le budget de la transition énergétique, dans le budget de M. de Rugy. Et c'est loin d'être le cas. Une très grande partie des recettes supplémentaires prises sur les Français vont au budget de l'État pour alimenter d'autres dépenses. Donc je considère que c'est assez hypocrite de dire on augmente la fiscalité pour des raisons écologiques alors qu'on n'affecte pas le produit de ces recettes directement à une stratégie écologique qui pourrait être effectivement une aide, notamment à l'achat de véhicules plus propres, ou en tout cas considérés comme plus propres. Avec des compensations? Oui, avec des compensations. Si on n'a pas une politique volontariste à l'égard des gens, ils n'achèteront pas ces véhicules plus propres. Et on continuera à avoir cette fracture territoriale qui se creuse, avec des gens qui sont obligés de se déplacer pour travailler et qui dépensent de plus en plus d'argent dans l'essence. Et on voit bien que là, la question du pouvoir d'achat qui est essentielle et qui est un objectif du pouvoir actuel, est complètement amenuisée, malgré la baisse de la taxe d'habitation, voire sa suppression, malgré la suppression des cotisations salariales. On voit qu'avec ces décisions, finalement, le pouvoir d'achat, dans le meilleur des cas, il ne bouge pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut des politiques publiques, pour les 20% des Français les plus modestes, le pouvoir d'achat baisse. Olivier Falorni, depuis plusieurs mois maintenant, votre relation personnelle avec le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, s'est fortement détériorée. Une évolution de vos rapports qui, vous l'imaginez bien, fait causer sur le Vieux-Port. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avions fait à ce sujet il y a un mois de cela et on en parle juste après. Les alliances d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. À La Rochelle, la guerre des chefs est même carrément déclarée. Je suis plutôt déçu, très déçu de ce type de comportement, parce qu'effectivement, nous l'avons aidé à plusieurs reprises sur le plan politique, et qu'aujourd'hui, il se livre à une agression, c'est extrêmement décevant. Tout a commencé ce week-end avec un entretien du député Olivier Falorni chez nos confrères de Sud-Ouest. L'anagramme de maire, c'est aimer, c'est-à-dire aimer les gens, être à leur écoute et ensuite agir pour eux. Je suis aujourd'hui un lanceur d'alerte, peut-être demain un candidat. Le point fort de la journée de vendredi, ce n'est pas la déclaration d'Olivier Falorni, c'est le président de la SNCF qui vient saluer Alstom pour leur dire « Je vous confirme la commande de 100 TGV qui donne 10 ans de travail à Alstom à La Rochelle ». Il semble loin désormais le temps où les deux hommes s'épaulaient dans leurs combats politiques respectifs. Dernier épisode hier après-midi dans les tribunes du Stade Rochelais. Mais je vais vous dire, quand un maire, comme ça s'est passé hier, refuse de serrer la main au député que je suis dans le Stade de Flandre, eh bien je trouve que c'est une marque de mépris qui n'est pas à la hauteur de la fonction de maire de La Rochelle. Vous savez, j'ai un petit côté rugbyman. Voilà. Donc quand on me cherche, il ne faut pas après se plaindre. Voilà. Les élections municipales à La Rochelle ont bel et bien commencé et on ne voit pas très bien pour le moment quels autres candidats ou candidates pourraient être capables de s'inviter à la table des chefs.
Retour sur le plateau de dimanche en politique. Mon invité est Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime. Olivier Falorni, question très simple. Souhaitez-vous devenir le prochain maire de La Rochelle en 2020 ? Vous savez, j'ai 46 ans. Ça fait 46 ans que je vis à La Rochelle. Et tout ce qui concerne La Rochelle ne peut pas m'être indifférent. Je constate, hélas, depuis maintenant plus de 2 ans, qu'un fossé s'est creusé entre le maire actuel et les Rochelais. Et j'allais dire, le fossé il s'est creusé d'ailleurs entre le maire actuel et moi. Je le regrette profondément. J'ai soutenu Jean-François Fontaine en 2014. Quand il avait perdu les élections, les primaires du Parti socialiste, il a demandé mon soutien. Je me suis engagé parce que je pensais, compte tenu de son parcours, que c'était un pragmatique. Je constate aujourd'hui que c'est un dogmatique. Et ça, j'allais dire, son attitude, suite à l'article, à l'interview que j'ai donnée à vos confrères de Sud-Ouest, m'a malheureusement confirmé, m'a malheureusement conforté dans cette idée que j'avais et malheureusement largement partagée par de nombreux Rochelais. J'entendais, je lui serre pas la main parce que je suis rugbyman. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est... Alors là, pour le coup, un amateur de défendre comme moi se rappelle que, justement, dans un match de rugby, on se met parfois des peignets, on n'est pas toujours d'accord, mais à la fin, on se serre la main. Et je considère que le problème de Jean-François, c'est que, à mon avis, il n'a pas appréhendé ce qu'était véritablement la fonction de maire de La Rochelle. Vous savez, La Rochelle, c'est à la fois une ville connue dans la France entière, même dans le monde entier, mais c'est aussi un grand village. C'est un grand village et être maire suppose 2 conditions indispensables, préalables. C'est l'écoute et c'est l'empathie. Et je trouve qu'il y a depuis maintenant 4 ans et demi un déficit d'écoute et un déficit d'empathie qui me paraît préjudiciable pour cette ville. Donc vous serez candidat municipal pour 2020 à La Rochelle ? Vous savez, en politique, il y a 2 choses qu'il faut savoir maîtriser. Le temps et ses nerfs. À bon entendeur, salut. On se souvient de votre duo gagnant avec Jean-François Fontaine face à Ségolène Royal, bien sûr. Est-ce que vous ne craignez pas que cette rupture va être ressentie par les électeurs rochelais comme soit un immense gâchis, au meilleur des cas, soit une ambition personnelle démesurée dans le pire des cas ? Alors un gâchis, c'est mon sentiment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer l'ensemble de l'action municipale. Il y a d'ailleurs dans cette équipe de très bons adjoints et j'en avais incité certains d'ailleurs à s'engager. Mais c'est un gâchis pour moi parce que j'espérais autre chose. J'espérais vraiment autre chose de la part de Jean-François Fontaine. Quant à mon ambition, alors qu'est-ce que j'ai pas entendu ? D'abord que je voulais me présenter à La Rochelle parce que j'étais isolé, sans groupe parlementaire, non inscrit. Pchit, l'argument tombe aussitôt. Et j'ai d'ailleurs précisé, c'est pour ça, j'ai vu que Sud-Ouest avait fait la une là-dessus, c'est légitime. C'est pour ça que j'ai dit, il est fort possible que je me présente à La Rochelle, parce que je répondais à une question finalement. Pourquoi n'avez-vous pas accepté la présidence du groupe parlementaire ? Donc ça veut dire que vous serez candidat, on est d'accord ? Eh bien, je n'ai pas accepté la présidence du groupe parlementaire, et c'est pour moi une frustration, parce que je ne m'engage que dans la durée, et effectivement, compte tenu de la situation, compte tenu de tous les retours des Rochelais que j'ai, je me pose vraiment plus que la question aujourd'hui de me présenter. Je suis. Quand est-ce que vous comptez l'annoncer ? Vous savez, j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités. Je l'ai dit, en politique, il faut maîtriser le temps et maîtriser ses nerfs. La politique est faite de temps. Aujourd'hui, je consulte les Rochelais, j'échange avec eux. Et quand vous vous déclarez candidat, cela veut dire que vous entrez en campagne. Je ne suis pas entré aujourd'hui en campagne, mais croyez-moi... Ça va venir. Croyez-moi, en tout cas, je ne me désintéresserai jamais de ce qui se passe à La Rochelle. Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux que Jean-François Fontaine si vous étiez un jour maire de La Rochelle ? Ah, 2 choses. Mieux écouter et mieux comprendre les Rochelais. Avoir plus d'écoute, avoir plus d'empathie. Vous savez, sa réaction, elle a été finalement en 3 temps. Le mépris, on l'a vu, refus de serrer la main. L'agressivité,
vos confrères en ont été indirectement la victime. Et puis, j'allais dire une réaction un peu amusante, c'est-à-dire que maintenant, Jean-François Fontaine se démultiplie, il va dans les cérémonies, dans des lieux, sur les marchés. On ne l'avait jamais vu depuis 4 ans et demi. Ça fait rigoler tous les Rochelais. Mais clairement, vous vous sentez plus populaire que lui à La Rochelle. C'est ça. Quand c'est surjoué, quand c'est factice et quand c'est aussi soudain et brutal, ça fait rigoler les Rochelais. On sait que la piétonisation du Vieux-Port a provoqué une fronde de certains commerçants à l'encontre de l'équipe municipale actuelle. Est-ce que vous changeriez le plan de circulation de La Rochelle, par exemple? Mais vous savez, pour être très concret. Vous savez, la question, c'est est-ce qu'on réforme à la hussarde ou pas? Le port piéton n'était pas dans le programme électoral de Jean-François Fontaine. Je vais vous donner 3 exemples. Juin 2015, de mémoire. Je me promène sur le Vieux-Port et je vois des agents de la ville tracer des marques sur le sol du Vieux-Port. Et je demande qu'est-ce qui se passe. Des Rochelais me demandent qu'est-ce qui se passe. Et 3 jours après, on annonçait que le Vieux-Port devenait piéton, soudainement, brutalement. Vous savez, ça fait 46 ans que je vis à La Rochelle. J'ai connu le Vieux-Port piéton, toboggan à bagnole, où il y avait 30 000 voitures qui passaient dessus tous les jours. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Le sens de l'histoire, c'est que donc vous ne changeriez pas, on est d'accord. C'est que ce port soit piéton, semi-piéton, qu'on puisse adapter la situation, mais qu'on n'impose pas ça de façon dogmatique. Parc Exposition, inauguration septembre 2015. Le maire, et je découvre ça en même temps que le président du comité des fêtes qui gère le Parc Expo, annonce que le Parc Expo va partir dans 2 ans. L'hôpital de La Rochelle, on se précipite pour choisir un emplacement dans la précipitation et sans consulter ni les usagers ni les agents hospitaliers. Je trouve que, voilà, on doit être à l'écoute des gens. À un moment, on décide. Heureusement que vous n'êtes pas encore déjà en campagne municipale, parce que qu'est-ce que ça va être quand vous le saurez, dites donc. Vous ne serez pas déçus si c'est le cas. Est-ce que votre activité de député va diminuer à mesure que les municipales vont approcher? Non, pas du tout, parce que, vous savez, moi, je suis un passionné. Si jamais vous entrez en campagne... Je suis un passionné. Je suis un passionné et je pense être un bosseur. Par contre, si je suis élu maire de La Rochelle, ce qui voudra dire que je me sois... déclaré candidat, ce qui n'est pas encore le cas. Et que vous ayez gagné et que je gagne, mais ça, c'est une éventualité. Vous savez, je pense qu'en politique, il faut toujours avoir de l'humilité. Et si je suis candidat, je ne partirai pas la fleur au fusil en considérant que les choses sont acquises. Mais si je devais être élu maire de La Rochelle, je démissionnerai de ma fonction de député, comme c'est la loi que nous avons votée il y a maintenant... plus d'1 an et demi. Il reste 30 secondes d'émission, Olivier Falorni. L'amitié est-elle possible en politique? L'amitié est possible. Il reste 10 secondes. L'amitié est possible en politique. En l'occurrence, avec Jean-François Fontaine, nous n'étions pas amis, nous étions partenaires. J'espérais que nous le soyons. Visiblement, nous ne l'étions pas dans sa tête. C'est la fin de cette émission. Merci Olivier Falorni d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Rendez-vous sur Internet. Évidemment, la semaine prochaine, pas d'émission pour cause de départ de la route du Rhum. Je vous retrouve donc avec beaucoup de plaisir le 11 novembre. Excellent dimanche à toutes et à tous.